On commence tout de suite. C'est une nouvelle Mishnah. Il y a la place. Il y a la place. Comment? Non, très bien. Non, vous pouvez l'enlever. Aucun problème. Vous pouvez l'enlever. Voilà, alors on va commencer. Donc, on est toujours dans la question des Nizomim. Vous l'aurez remarqué déjà pour la première Mishnah, c'est vrai pour les deux suivantes que l'on va voir ici. On commence le din de Nizomim par des cas particuliers. On ne commence pas du tout par le cas normal qu'on n'a jamais vu en fait encore dans la Mishnah. On en a parlé sans arrêt. Le cas normal, c'est deux personnes qui témoignent contre quelqu'un et qui l'accusent de quelque chose. Il s'avère que ce sont des faux témoins parce qu'on a dit vous étiez avec nous ce jour-là, etc. Tout cela, en vérité, on en a parlé tellement de nombreuses fois qu'on ne peut plus compter, mais on n'a jamais vu écrit. Le message n'a jamais vraiment expliqué. Donc, ce cas normal, eh bien, on va leur faire ce qu'eux ont voulu faire. Donc, le cas habituel, ils ont témoigné que personne a volé, donc on va les faire payer ce qu'eux ont voulu faire perdre à l'autre. Ils ont voulu condamner quelqu'un à mort, eux, on va les condamner à mort. Donc, exprès, là, je prends le cas normal parce que vous allez voir, c'est encore une fois pas le cas habituel. C'est assez courant dans la Mishnah, dans la Gemara, qu'on commence justement par les cas qui sortent de l'ordinaire. Alors, cette fois-ci, on va lire les deux Mishnayot à la suite. Il y a un petit morceau de Gemara qui est très important, qui est tout court entre les deux, mais qui va demander une longue étude. Donc, on va lire les deux Mishnayot pour bien comprendre. En réalité, elles sont très liées l'une et l'autre. Dans la première Mishnah de la Masechet, c'était des exceptions au din de Edim Zomémin, de véritables exceptions. C'est-à-dire qu'on n'appliquait pas l'équivalence. On ne faisait pas aux témoins ce qu'eux ont voulu faire parce que ça n'était pas possible pour plusieurs raisons. C'est ce qu'on avait déjà vu. Ici, on va appliquer, mais on va avoir un problème d'application. C'est comment appliquer, c'est pour ça qu'elles font suite à la Mishnah précédente, c'est qu'on ne peut pas appliquer la règle normalement, vu qu'il va y avoir une certaine difficulté à lever. On va le voir tout de suite. Donc la Mishnah, Matétin. Mais il dit à nous, et ishploni, chez Giresh et Ishto, je m'arrête là, et je vous conseille, s'il vous plaît, d'enlever vos micros, d'enlever le mieux, c'est-à-dire de mettre le micro justement. J'aimerais bien qu'il y ait du répondant pour qu'on puisse avancer en fonction de ce que vous-même vous comprenez. Donc, nous témoignons contre un tel qu'il a divorcé de sa femme et il n'a pas donné sa ketouba. Je m'arrête là. Voilà. J'aimerais savoir votre opinion. Dans un cas pareil, quel problème, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Donc, on recommence. Deux témoins vont en Beddin, témoignent contre quelqu'un qu'il a divorcé de sa femme et qu'il n'a pas donné la ketouba. Et maintenant viennent d'autres témoins, c'est de cela dont on parle ici évidemment, et vont les rendre zomémines. Ils vont dire, mais les deux témoins qui ont dit ça, ils ne peuvent pas l'avoir dit parce que ce jour-là, de quel jour il s'agit, c'est le jour dont ils disent eux avoir été témoins, c'est-à-dire le jour des Girushin, le jour du divorce. Mais ce jour où ils disent que la dame a divorcé, mais ils étaient avec nous, c'est pas possible une chose pareille, d'accord? Donc en disant cela, ils annulent le premier témoignage. Donc c'est pas un problème sur Ketouba, c'est un problème sur Giresh. Alors c'est quoi le problème en vérité? On ne peut pas leur appliquer eux le din de Giresh, mais Giresh, ce n'est pas une punition en vérité. Donc, non, mais même dans le principe, dans la édoute qui font, il y a deux points qui pourraient être... Exactement, il y a deux points qui sont très liés l'un à l'autre, mais tu as raison de dire il y a deux points. Il y a deux points, il y a Giresh et Nonatan Aktubata. Alors nous, ce qui nous intéresse en vérité, c'est par rapport à la Ktuba. Parce que Giresh, il n'y a pas d'équivalence possible. Par contre, Ktuba, ils vont lui faire perdre de l'argent. En disant qu'il a divorcé de sa femme et qu'il ne lui a pas donné la Ktuba, parce que s'ils disent qu'il a divorcé de sa femme et il lui a donné la Ktuba, c'est plus un problème de Edim Zomémin. C'est un problème de est-ce qu'elle est. Mais, donc on annule leur témoignage, donc elle est mariée, il n'y a pas de problème. Et le problème ici, c'est que c'est simplement ils font perdre de l'argent. Parce qu'il doit payer. Donc il doit payer. Donc ce qui est chayav, si c'était une betoula, donc c'était mataimsou, sinon c'est un mané. À ça, il y a une tosefet, d'accord? Il y a encore d'autres choses qu'on peut payer dans le Touba. Donc ça peut être une somme très importante. Donc voilà, en tout, il a 100 000 euros à payer. La monnaie, elle est payée, c'est 100 000 euros. Ça, c'est ce qu'ils ont voulu lui faire perdre. Et donc, on dit, ce sont des faux témoins, donc ça se retourne contre eux. Alors, on n'a qu'à leur faire payer 100 000 euros, puis voilà, quel est le problème? Ils ont voulu faire perdre 100 000 euros, donc ils payent 100 000 euros. Pourquoi la Mishnah, elle dit qu'il y a un problème dans ce cas-là? C'est très simple. Réfléchissez un instant, pourquoi le cas de Ktuba, c'est un cas qui est différent de quelqu'un qui viendrait dire un tel a volé 100 000 euros, ou bien un tel n'a pas payé ses dettes. Parce qu'on ne dit pas que sur 10 000 Mamonot, on a des problèmes d'arayot. Ne regarde que Mamonot, regarde que ça. Ce problème de Mamonot, regarde que ça, c'est un cas compliqué en vérité. Est-ce qu'on parle de
Je parle que de ça. Non, on parle de tout. De tout ce qu'elle a Tout ce qui est. Voilà, très bonne question. Nirse Melog, Nirse Barzel. Voilà, il y a plein de choses. Entièrement vrai. C'est entièrement vrai. Pour l'instant, on va faire très simple. Il y a un problème de mammon. Un problème de mammon, c'est-à-dire tout ce que eux vont entraîner comme perte. Et donc, c'est ce qu'il est chayav min la Torah, ce qu'il est chayav min des Rabbanan, ce qu'il est chayav parce qu'elle est venue avec des nechassim qu'il doit lui rendre maintenant. Tout, d'accord? La Tosefet que lui il a rajouté. Donc, on va prendre vraiment une manière très simple. De fait, c'est de l'argent qu'il doit payer. Ouais. Alors, ceux qui sont derrière leur écran ont le droit de parler. Après, j'ai pas compris. Je vous demande, c'est quoi le point? Qu'est-ce qui vous dérange? Il lui doit de l'argent. Parce que d'après vous, c'est un cas normal, alors c'est tout. Donc, il faut lire la suite. Non, je veux que vous trouviez la suite. C'est peut-être qu'ils l'ont déjà lu. D'accord, pour l'instant, c'est pas le cas. C'est quoi la suite? C'est quoi le problème? Mammon, c'est pas quand on fait perdre de l'argent à quelqu'un. C'était juste à l'instant. Dans l'ordre, je vous écoute. Finalement, il va finir par lui donner cet argent si soit il meurt, soit. Il risque, voilà, très bien. Vous disiez, monsieur Jacob, je vous ai entendu également, qu'est-ce que vous disiez? Je pense que Mammon, c'est pas quand on fait perdre de l'argent, mais quand on doit de l'argent, si je me trompe. C'est le cas ici. Ici, il considère qu'il doit de l'argent à cette femme-là. Non, il a fait perdre de l'argent, mais lui. Non, les Dibs n'ont jamais rien fait perdre. Ils n'ont jamais fait perdre. Ils ont voulu faire perdre. Donc, ils ont dit, voilà, cet homme-là. Oui. Doit payer l'Aktuba. Finalement, on les a annulés, donc il ne l'a jamais payé, cette Aktuba, donc ils ne l'ont jamais fait perdre. Mais c'est ce qu'ils ont voulu. Mais ça, c'est le cas normal. C'est la règle des Dibs. Mais pourquoi ce n'est pas la règle habituelle? S'ils avaient dit cet homme doit 10 000 euros à un tel, ben on les fait payer à eux 10 000 euros. Point. Pourquoi pour l'Aktuba, c'est différent? Parce que l'Aktuba, si ça se trouve, il va vraiment la donner un jour. Ce n'est pas un cas habituel de dette. Le bonhomme qui a été accusé, voilà, il m'a fait perdre 10 000 euros. Ils ont voulu me faire perdre 10 000 euros. Ils ont voulu me faire perdre 10 000 euros. Et ils vont lui répondre, mais pourquoi? Si ça se trouve, tu vas divorcer demain. Et dans ce cas, tu les aurais payés de toute façon, ces 10 000 euros. Si ça se trouve, tu vas mourir demain. Et donc, de toute façon, ces 10 000 euros, ils auraient été payés par tes héritiers. Donc, de dire qu'on a voulu te faire perdre cela, pas du tout. Pas du tout. C'est une bonne question. Est-ce que c'est de fait, on ne peut pas dire que eux, ce qu'ils ont fait, de manière certaine, les concernant, c'est une perte de 10 000 euros. Non. Ça veut dire, supposons qu'ils aient réussi à lui faire perdre ces 10 000 euros, d'accord? Et que finalement, il divorce ou finalement, il meurt, alors qu'on va demander de rembourser ensuite. Donc, c'est un cas particulier. Le problème, c'est un cas particulier sur le Vasit Tamlo, pas sur le principe de Dibs Omemin. Alors, voilà, si, ça revient au même. C'est un principe de Dibs Omemin, sauf que comment je vais mesurer ce qu'ils ont voulu faire perdre? On est d'accord, je vais les faire payer. Mais la question, c'est comment je vais mesurer ce que je vais leur faire payer? Leur faire payer la totalité de l'Aktuba, ce n'est pas juste. Donc, il y a une sorte d'estimation à faire. Combien ça coûte une Ktuba hypothétique? Aujourd'hui, on est en plein dedans. Pour plein de choses, ça va entraîner plein de choses. Est-ce qu'on va calculer tout ça, d'accord? Aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très courant, qui se fait tous les jours, des milliards de fois par jour. C'est les investissements sur les risques. D'accord? Il y a plein de gens qui investissent dans toutes sortes d'obligations qui peuvent être des risques. D'accord? C'est des choses où telle entreprise, elle doit. C'est vraiment. Les gros traders, c'est vraiment le gros, c'est ça, c'est trader sur le risque, sur la dette des États. Un État, est-ce qu'il va payer, est-ce qu'il ne va pas payer, etc. On est vraiment sur cette question-là. Oui, on parle de couverture de risque, en fait. Voilà, couverture de risque. Exactement. C'est ce que la banque fait toujours. On évalue combien il est prêt à payer. Voilà, et bien voilà, on va rentrer dedans, tu vas le voir, exactement. Alors, je vais faire que lire pour l'instant la suite, mais ce qui m'intéresse, c'est pour que vous compariez. On va lire la Mishnah suivante, pour bien montrer que c'est le même sujet. Alors, la Mishnah elle-même va dire Ve'alo, et pourtant, Ben Ayam ou Ben Emachar, aujourd'hui ou demain, sauf il tient l'Aktuba, il va de toute façon il a donné l'Aktuba. Dans le sens, il risque, c'est pas certain non plus, parce qu'il y a une possibilité qu'il ne donne jamais l'Aktuba. C'est laquelle la possibilité où il ne donne jamais l'Aktuba? Voilà, si elle est morte avant, exactement. Omdin, on va mesurer. Donc la Mishnah donne une solution, et pourtant la Gemara va avoir du mal avec cette solution. Omdin, Kama Adam Rotzeliten Bektuvata Shelzu, chez Imnit Almena Unit Garsha. Donc, on va calculer combien un homme, ici on parle d'un tiers, une autre personne, serait prêt à payer, donc dans le marché, combien coûte l'Aktuba de cette femme-là, de manière à ce que si elle devient Nit Almena, elle devient veuve, ou Nit Garsha, ou elle divorce, ou bien si elle meurt,
son mari, lui, hériterait de la Ketouba. D'accord? Dans le sens qu'il ne la paierait pas. Et en plus, il hériterait de beaucoup de choses qu'elle a pu amener avec elle. Donc, ça a une valeur marchande, une Ketouba. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait possible, indépendamment de notre histoire à nous. Une femme a tout à fait le droit de vendre sa Ketouba. Elle dit, voilà, ma Ketouba vaut tant. Mon mari me doit, il divorce ou s'il meurt, il me devra tant. Moi, je veux de l'argent tout de suite. Donc, c'est une dette hypothétique, parce que si ça se trouve, c'est elle qui va mourir en premier. Et donc, dans ce cas-là, il ne lui donnera rien du tout. Donc, un homme qui achète la Ketouba d'une femme, c'est quelque chose qui peut se faire. Eh bien, un homme qui achète la Ketouba d'une femme achète avec un risque qu'elle meure en premier. Donc, évidemment, il ne va pas payer la Ketouba, le prix de la Ketouba. Il va la payer beaucoup moins cher. Maintenant, le mari aussi peut vendre la Ketouba. C'est-à-dire quoi, vendre la Ketouba pour le mari? Il y a plusieurs façons de le comprendre. On va faire simple pour essayer d'avoir un cas sûr. Dans le cas où sa Ketouba, il l'a hypothéqué à un terrain. C'est-à-dire qu'il a prévu un terrain pour payer l'ensemble de ce qu'il devra pour la Ketouba. Donc, il peut vendre ce terrain. Maintenant, si un jour, il divorce ou il meurt, eh bien, ce terrain devra aller chez la femme. Donc, la personne qui a acheté le terrain sera obligée de le rendre. Donc, il a acheté un terrain en se disant à tout moment, je peux le perdre. Donc, évidemment, le prix, ce sera moins que la valeur du terrain. Donc, c'est un exemple de vendre la Ketouba. On peut vendre la Ketouba d'une autre façon également, mais je prie volontairement des cas qui soient clairs pour tout le monde et qui ne posent pas de problème. Donc on peut acheter ou vendre une Ketouba, et la femme, comme le mari, peuvent l'acheter ou le vendre. Voilà ce que dit la Mishnah. C'est bon jusque-là? Alors, on va faire la Mishnah d'après. On témoigne au sujet de telle personne qu'il doit à son ami 1000 zouz. Donc une dette normale. Mais par contre, regardez bien quelle est la forme de la dette. Almenat litenan lo mikan ve'at shloshim yom, avec une échéance à 30 jours. Donc ils disent, voilà, il doit à son ami, à une échéance à 30 jours, 1000 zouz. Vehu Omer, et lui dit, alors on n'est pas dans un cas, il dit, mais c'est pas vrai, je dois rien du tout. Et finalement, eux s'avéraient des homémimes, donc ils l'ont accusé de devoir payer 1000 zouz. Dans ce cas-là, on les fait payer 1000 zouz. C'est pas cela. Lui dit, Mikan Madeser Shanim. C'est vrai, j'ai emprunté, mais c'est pas du tout pour 30 jours, j'ai emprunté pour 10 ans. Donc là aussi, de toute façon, il va payer. Donc vous voyez bien la ressemblance entre les deux cas, mais sauf que là, c'est sûr qu'il devrait payer normalement dans 10 ans. Donc, Omdin Kama Adam Rotzeliten Veyu Beyado Elev Zouz. Ben Notlan Mikal Matzloshim Yom, Ben Notlan Mikal Madeser Shanim. On va mesurer combien un homme est prêt pour avoir ses 1000 zouz, si c'est dans 30 jours ou si c'est dans 10 ans. Et donc, ce qu'ils lui ont fait perdre, ça peut s'estimer. Ils lui ont pas fait perdre 1000 zouz parce qu'ils devraient les rembourser, ces 1000 zouz, de toute façon. Il les a vraiment empruntés. Donc, ce qu'ils lui ont fait perdre, c'est quelque chose qui est difficile a priori à estimer. C'est le temps entre 30 jours et 10 ans. Et ben, ça a un coût, ce 30 jours et 10 ans. Donc, là, on parle sans intérêt. Attention, ce n'est pas l'extraordinaire d'intérêt. Ici, dans les deux cas, c'est sans intérêt. Si j'ai 1000 zouz aujourd'hui, pendant 30 ans, je peux en faire quelque chose. Ah oui, d'accord. Mais ce n'est pas les intérêts. Non, parce que je peux aussi perdre. Rien n'assure que ce que je fasse, ça va me faire gagner. Donc ça on ne peut pas tenir compte de… Oui, mais en tout cas, on ne peut pas considérer dans un bed-in que cet argent qu'il a eu, il aurait nécessairement gagné de l'argent en vain, que ce n'est pas vrai du tout. Il pourrait peut-être faire, au contraire, un très mauvais investissement, il aurait perdu tout ça et tout le reste. Donc on n'en sait rien. Par contre, il aurait dû les rembourser, ces 1000 zouz, ça c'est sûr. Pas plus. Donc c'est 1000 zouz. Dans les deux cas, c'est 1000 zouz. Mais par contre, il avait 10 ans pour rembourser. Ça, c'est un avantage. Combien j'estime cet avantage-là? Donc j'ai voulu lui faire perdre cet avantage-là. Cet avantage d'avoir 10 ans pour rembourser. Eh bien, ça s'estime, ça aussi. Combien ça s'estime? Combien une personne aurait été prête à payer pour passer de 30 jours à 10 ans? D'accord? Ce n'est pas lié à des intérêts ici, d'accord? Ça revient un petit peu à la notion de valeur du temps, donc ça ressemble aux intérêts, mais ce n'est pas ça, parce qu'on est a priori un homme, on dit voilà, tu as deux possibilités, 10 000 zouz à rembourser dans 30 jours ou 9 000 zouz sur 10 ans. Donc, tu n'as pas tes 10 000 zouz, tu en as 9 000. Est-ce que tu es prêt? S'il me dit, bah, mais ça me suffit, c'est-à-dire que les 1000 zouz lui ont coûté les 10 ans. D'accord? Voilà. Vous voyez comme quoi ces deux Mishnayot se ressemblent beaucoup. Se ressemblent beaucoup parce que c'est chaque fois l'idée où je témoigne contre quelqu'un sur quelque chose dont il est difficile à estimer. Donc c'est un faux témoignage évidemment, mais il est difficile d'estimer ce qu'ils ont voulu lui faire perdre. Qu'est-ce qu'ils ont voulu lui faire perdre? Ils ont voulu lui faire perdre quelque chose, ça c'est sûr, mais comment l'estimer cela? Alors au lieu de dire on ne peut pas estimer,
Ou bien au lieu de dire évidemment bêtement, il doit tout payer, c'est ridicule, ils n'ont pas voulu lui faire tout payer, d'accord. Comment est-ce qu'on estime ça? La Mishnah, donc je reviens à la Mishnah maintenant du problème du divorce. Donc, on va mesurer combien un homme était prêt à payer pour la ktuba de cette femme-là, de manière à ce que si elle est devenue veuve ou bien si elle a divorcé, ce serait une solution, il gagnerait cet argent-là. Mais Imeta, par contre, si elle meurt, Hirachenabala, c'est son mari qui va en prendre possession. Voilà. Alors, cette petite Mishnah, elle va avoir d'abord une Gemara et elle va être l'occasion d'une très très grande discussion entre les Rishonim. On va avoir vraiment, c'est vraiment difficile l'opposition qu'il va y avoir. Je ne sais pas tout ce qu'on va pouvoir faire, mais ça paraît simple, simplement. Je demande combien coûte la Ktuba. Voilà, c'est tout. Il a voulu faire perdre la Ktuba, c'est tout. Sauf que si je comprends tel qu'est la Mishnah, tout simplement, j'ai voulu faire perdre la Ktuba, c'est pas vrai, c'est pas lui que j'ai voulu faire perdre la Ktuba. Dans le sens que j'ai voulu faire perdre lui, c'est pas le prix de sa Ktuba à elle. La Ktuba, on va dire, elle coûte, donc lui, il doit 1000 zouz. Sa Ktuba, combien elle coûte? Si je devais la vendre aujourd'hui, elle ne vaut pas 1000 zouz, on a dit, c'est sûr que non. Combien un homme? Supposons, on invente complètement, un homme est prêt à payer 500 zouz pour une Ktuba, pareil. D'accord. Pourquoi je vais dire que la valeur de la Ktuba, c'est ce qu'eux, ils ont voulu lui faire perdre? D'accord, je suis d'accord que c'est la valeur de la Ktuba. Mais quel rapport avec lui? En quoi la valeur de la Ktuba, c'est ce qu'eux ont voulu lui faire perdre? Eux, ils ont voulu faire perdre quoi? C'est ça ma question. Donc j'essaie d'estimer. On n'est pas en train de dire ce qu'ils ont voulu faire perdre à elle. Lui, ce monsieur-là qu'ils ont attaqué, ils ont voulu faire perdre quoi? C'est pas la valeur de la Ktuba à elle. C'est vrai, non. Elle, si elle était partie la vendre, elle aurait gagné cet argent-là. Elle. Mais lui, maintenant. C'est la valeur qu'il aurait dû, qui a écrit sur cette Ktuba. Non, ben non, non, la valeur qui est écrite sur Ktuba, il risque de toute façon de le payer. Donc je ne peux pas dire que les témoins, ils avaient voulu faire perdre. D'accord, maintenant on va mesurer combien un homme est prêt à payer pour ces Ktuba-là. Ça, c'est la valeur, on va dire, objective, réelle de la Ktuba aujourd'hui sur le marché. Je suis d'accord. Est-ce que c'est ça qu'eux ont voulu faire perdre? Quel rapport entre cette estimation d'une valeur marchande de la Ktuba et de l'intention qu'eux ont eu de lui faire perdre? En quoi la valeur marchande de la Ktuba, c'est ce qu'eux ont voulu faire perdre à lui? Pourquoi à lui? Ils ont voulu lui faire perdre le laps de temps entre l'hypothétique divorce et… Voilà, et ça, pourquoi ce serait estimé selon la valeur de la Ktuba? Quel rapport avec la valeur réelle de la Ktuba? Je comprends, il faut faire une estimation. Alors, on va réfléchir, comment est-ce qu'on estime un homme à qui que je dis, tu dois te payer tout de suite la Ktuba de ta femme? Il dit, mais non, mais pourquoi? Il dit, mais si, tu as divorcé. Il dit, non, je ne vais pas divorcer. Mais non, si ça se trouve, il va divorcer. Si ça se trouve, il va être veuve. Si ça se trouve, il va pas être veuve, si ça se trouve, celle qui va mourir, d'accord? Donc, combien ça coûte ça? Quel rapport avec la valeur réelle de la Ktuba? Je ne sais pas si vous me comprenez bien. Effectivement, j'entends qu'il faut estimer quelque chose, mais cette estimation n'a rien à voir avec la valeur de la Ktuba. Comment vous auriez fait pour estimer cela? Combien j'estime ce qu'eux ont voulu lui faire perdre? C'est-à-dire, entre l'assurance de payer tout de suite et hypothétiquement, je paierai dans 10 ans, dans 20 ans, dans 100 ans. De son âge et tout ça. Très bien, bravo. Élever des malades. Exactement. Nathan, je ne sais pas s'il est sur le groupe. Yochanan, je ne sais pas. Donc, je regarde son âge à lui, s'il est malade, s'il a des problèmes, elle aussi. Quoi d'autre encore? Elle aussi, ben évidemment, parce qu'elle aussi, elle peut tomber malade. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je vais regarder? S'ils s'entendent plus tard. Très bien, exactement. Tout ça. Est-ce qu'on a entendu qu'il y a des histoires entre eux? Et s'ils s'entendent parfaitement bien, pourquoi j'ai l'imaginer qu'il y a un divorce? Mais si je sais que ça va très 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 mal entre eux et qu'ils ont déjà parlé de divorce et qu'ils sont déjà allés 2 fois chez le bénin qui sont venus, la Ktuba ne coûte pas cher, d'accord? C'est normal. Ça veut dire, je veux estimer quelle chance il y a en fait qu'un jour de la Ktuba. C'est ça, c'est estimer la malchance, si vous voulez, de donner la Ktuba ou la chance, peu importe de quel côté on se trouve, d'accord? C'est ça que je suis en train. Ça s'estime effectivement au cas par cas. A priori, tout le monde est d'accord là-dessus. Il n'y a pas une valeur qui sera la même pour deux. Mais selon quoi ça va s'estimer? Selon quoi on va estimer ça? Eh bien, ça va s'estimer selon plein de choses, d'accord? Selon son âge à lui, son âge à elle, ses problèmes de médicaux, que les édimes sont censés savoir. Évidemment, s'il s'agit de choses ils ne sont pas censés savoir, ils pourront toujours dire on n'est pas au courant de ça, d'accord? Donc, en fonction de ça, je vais estimer quel rapport entre la valeur réelle de la Ktuba. D'accord? Combien un homme est prêt à payer pour ça? D'accord? Si elle vend, alors si, je ne sais pas si d'une manière ou d'une autre, eux, ils ont voulu faire perdre à elle cette Ktuba-là, alors on pourra dire si c'est à elle qu'ils ont voulu faire perdre cette Ktuba-là, alors je verrai combien elle coûte sur le marché. Mais c'est à lui qu'ils ont voulu faire perdre quelque chose ici, donc on ne comprend pas. D'accord?
Ça, c'est la Mishnah avec la question qui se pose sur cette Mishnah. La Gemara va ici donner la réponse. Comment j'évalue? Comment j'évalue? Regardez, c'est une ligne de Gemara, mais qui va demander beaucoup d'explications. Amar Rafrizda. Rafrizda a dit Baba'al, en fonction du mari. Rav Natan bar Oshaya Omer, Ba'isha, par rapport à la femme. Amar Rafapa a dit Ba'isha Viktubata. Donc j'ai trois opinions. D'après le mari, d'après la femme et sa Ktuba. Maintenant, qu'est-ce qu'elle veut dire cette phrase? Vous allez avoir deux grandes écoles, on va dire. D'un côté, Rashi, Tosfot, et Tosfot aussi, quasiment pareil, et le Ritva. Et de l'autre côté, vous avez, pour une fois, le Rif et le Rambam, c'est normal, mais même le Roche. Donc vraiment deux visions complètement différentes, mais complètement différentes de l'estimation de ce qu'eux ont voulu lui faire perdre, encore une fois. Et en quoi c'est lié à la Mishnah, évidemment. On va commencer par Rashi. Rashi un petit peu long, mais qui est très important. On fait tout le Rashi. D'abord la Mishnah. Matnitin, dans notre Mishnah, chez Giresh et Tishte, donc des gens qui témoignent qu'un homme a divorcé de sa femme. Befanenu, devant nous. Parce que sinon, ça ne veut rien dire. Nous étions, nous, les témoins du divorce. Veyam Plouni, ce jour-là, Veze Omer et l'autre dit Logerashti, je n'ai pas divorcé, Eni Chayav l'Aktuba, et je ne lui dois pas l'Aktuba. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on comprend mal la phrase de la Mishnah qui dit nous témoignons qu'un tel a divorcé et qu'il n'a pas donné l'Aktuba. Ils peuvent témoigner qu'il a divorcé. Comment ils savent s'il a donné l'Aktuba ou pas? Ça veut dire quoi témoigner que quelqu'un n'a pas donné l'Aktuba? Ça veut dire quoi une chose pareille? Je peux témoigner que quelqu'un a divorcé, après, ça c'est pas devant témoin nécessairement. Alors, il y a une explication qui est pas celle de Rashi, qui est de dire que dans le divorce, il y avait une clause, dans le mariage, il y avait une clause que l'Aktuba se donne obligatoirement devant ces dîmes-là. Et qu'eux peuvent témoigner et dire non, ça n'a pas été donné. D'accord? Mais sans entrer là-dedans, Rashi résout tout simplement, beaucoup plus simplement. Il dit tout simplement, eux, ils disent qu'il a divorcé parce que ça s'est passé devant eux, et lui dit, j'ai pas divorcé, et donc je n'ai pas donné l'acte. Donc c'est lui qui dit. Ça paraît mal rentré dans les mots, mais ça paraît assez logique, ce que dit Rashi. J'ai divorcé et j'ai donné l'acte. Dans ce cas, tout va bien, alors il paye. Eux disent ça, lui dit ça, donc il paye. J'ai donné. Donc, j'ai donné. Alors j'ai donné, d'accord. Et eux, alors, dans ce cas-là, c'est la question de leur témoignage. Leur vrai témoignage, il est sur leur, le divorce, en vérité. D'après Rashi. Voilà. Alors, dans ce cas-là, c'est c'est à eux de prouver, que n'importe qui, ou la femme a prouvé, ou à la femme surtout, en vérité, c'est la femme de prouver qu'il n'a pas, s'il dit j'ai payé, c'est à elle de prouver qu'il n'a pas payé. D'accord? Alors, s'il est dit, voilà, alors justement, si on est dans un cas que Rashi n'a pas dit, qui est de dire qu'il y avait une clause, mais tout ça que la Mishnah n'a pas supposé en vérité, qu'il y avait une clause dans que ça se fasse obligatoirement devant eux, c'est une très bonne preuve. Tu as dit que tu paierais et tu n'as pas fait. Donc, dans ce cas-là, il est obligé de payer. Donc, il dit, si ce n'est pas le cas, a priori, ce n'est pas le cas, eux, de quel droit ils disent, comment des témoins peuvent dire, tu n'as pas payé? D'où vous savez ce que j'ai fait ou ce que je n'ai pas fait? Vous pouvez dire que j'ai divorcé, d'accord? Vous ne pouvez pas dire que je n'ai pas payé. C'est que Rashi répond simplement en disant, eux disent qu'il a divorcé, lui dit, j'ai pas divorcé, et donc j'ai pas payé l'Aktuba, bien évidemment. Et donc dans ce cas, il dit, bah, puisque tu as divorcé, d'après les Edim, mais on écoute les Edim, tu dois payer. Et là, eux, ça s'avère, comme Rashi va dire, ça s'avère être des omémines. Donc, venim tse aux omémines, il s'avère être des omémines, selon la règle habituelle, vous étiez avec nous, c'est ça le cas des omémines, vous étiez avec nous ce jour-là, donc vous ne pouvez pas témoigner comme quoi il a divorcé. La Mishnah dit, mais pourtant, entre aujourd'hui et demain, il peut très bien divorcer ou mourir. Keloma, c'est-à-dire, que veux-tu qu'ils payent ces gens-là? Im Tomar, Kolaktuba, si tu me dis qu'ils doivent payer toute l'Aktuba qu'eux ont voulu lui faire payer, ils ont voulu qu'ils payent l'Aktuba. Vealo, et pourtant, Shema Yamut, peut-être il va mourir, il va divorcer à Yam aujourd'hui, au Mahar ou demain. Mais sauf qu'il donc de toute façon, il va lui donner l'Aktuba. Venim Tse, oui, ça verra. Chez Loïm, c'est dit l'autoclum, donc ils n'ont rien fait perdre, supposer qu'il vraiment il divorce aujourd'hui. Alors, vous pourrez même me dire et me répondre, oui, mais lui, il n'avait aucune intention de divorcer aujourd'hui, etc. Mais la question, elle n'est pas là. On n'est pas en train de juger ce que lui pensait ou pas pensait. On est en train de juger qu'est-ce qu'eux ont voulu lui faire perdre. C'est très important, ça. On n'est pas dans des nézikines ici. Eux pourront toujours dire, mais si ça se trouve, il avait divorcé 5 minutes après. Hein. Donc, comment vous pouvez dire que nous, on a voulu lui faire perdre 100 000? Pas du tout. Nous, on était sûr qu'il allait divorcer demain. Encore une fois, il faut toujours se placer. C'est très important pour comprendre ça. Qu'est-ce qu'il y avait dans leur tête à eux? C'était quoi leur mésima? C'était quoi leur intention? On n'est pas dans un nézek, le nézek n'a jamais eu lieu. Ils n'ont rien fait perdre du tout. Quand on est dans un nézek, on va vraiment estimer est-ce que c'était possible ou pas, etc.
Là, on est en train de dire qu'est-ce qu'eux ont voulu. Eux peuvent très bien dire, mais non, on rigolait, on faisait ça, mais en fait, on pensait qu'il allait divorcer demain, donc c'était juste pour nous amuser, j'en sais rien. Donc, et effectivement, on peut difficilement les contredire. Il peut très bien divorcer, il peut très bien mourir demain. Donc, non, on était sûr, on a vu dans un horoscope qu'il allait mourir après-demain, on y a cru. D'accord? Donc, on a dit ça. Ils peuvent tout imaginer. Alors, nous, on n'est pas obligé de les croire non plus, mais en tout cas, on peut entendre que c'est sûr qu'ils n'ont pas voulu tout lui faire perdre de manière certaine. D'accord? Alors, je continue dans Rashi. Omdin, on va mesurer, voilà, évaluer. Kama Adam Rotzeliten Miktuvat Shelzu, combien un homme est prêt à donner pour la Ktuba de cette femme-là? Misafek, c'est-à-dire Rashi dit de manière hypothétique. Chez Imnit Armela, si elle divorce, Onit Garsha, pardon, si elle est veuve ou bien si elle divorce, Yitalena Lokear, celui qui a acheté va prendre, donc il va prendre ce qu'elle est censée recevoir pour la Ktuba. Immeta, par contre, si elle meurt, Irachena Bala, c'est le mari qui va l'hériter. Yafsid Maotab, donc le premier qui a acheté cette Ktuba va perdre son argent. Chez Nathan qui l'a donné. On va expliquer Maïka Michayev Lehu, Tana, de Maditin Liten. Qu'est-ce que le Tana de notre Mishnah est en vérité obligé à payer? On a dit une phrase, cette phrase elle est on va estimer combien vaut cette Ktuba sur le marché. Combien un homme est prêt à payer. Une fois que tu as fait cette estimation, comment tu le fais payer lui? D'accord? On avait l'impression qu'on est en train de dire on lui fait payer cette Ktuba-là. Mais pourquoi tu devrais lui faire payer cette Ktuba-là? En quoi c'est ça qu'eux ont voulu faire perdre? D'accord? Donc la Gemara dit Ketzat Shamin. Comment est-ce qu'on va estimer? C'est bon? Amar Raprisda, Baval. On estime selon le mari. Nathan Baroshaya Omer, Baisha. Et là, Nathan Baroshaya dit selon la femme. Amar Rafapa vient et il va dire Baisha avec la femme et Saktuba. Rashi. On a un long Rashi ici. On va le faire ensemble, lentement. On n'est pas habitué à de longs rachis comme ça. On y va. Comment est-ce qu'on va estimer encore une fois, non pas la valeur de la Ktuba, mais comment on va estimer ce qu'eux ont voulu lui faire perdre? Et ça passe, on l'a dit, par une estimation de la valeur de la Ktuba. Quel omar, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a obligé, ici maintenant, les Edim, à donner? Car on peut très bien expliquer notre Mishnah, les mots qu'on a eu dans la Mishnah, qu'on va estimer la valeur qu'un homme serait prêt à payer, etc., de deux façons. Comment cela? Rashi fait une sorte d'introduction pour bien vous expliquer. Voici qu'il y a pour l'homme comme pour la femme un droit hypothétique sur la Ktuba. Les deux peuvent dire cette Ktuba peut m'apporter quelque chose. Elle attend, elle peut espérer de cette Ktuba. Chez Imyamut ou Yigarshena, que s'il meurt ou il la divorce, Tigabet Kula, elle va récupérer toute la Ktuba. D'accord? Supposons 1000 zouz. D'accord? Lui peut attendre également. Chez Imtamut Bechayav, que si c'est elle qui meurt alors qu'il est vivant, Irashena, c'est lui qui va hériter. Et donc il ne payera pas la Ktuba, et il héritera d'ailleurs d'autres choses à part ça. Est-ce que les deux droits comme ça hypothétiques se valent? Rashi va dire que non. Il a fait Kohar Zechuto mi Kohar Zechuta. Son droit à lui vaut plus que son droit à elle. Pourquoi? Shehu ochel perot akarka amiyuchad aktuvata tamid velohi. Car lui profite maintenant, au présent et toujours, alors que pour l'instant, ni il la divorce, ni il est mort, ni elle est morte. En situation normale, ils sont mariés tout le temps de leur mariage. Donc, indépendamment de tout ce que nous, on a supposé, donc on n'est pas du tout dans l'hypothèse, on est dans maintenant ce qui est sûr et certain. De toute façon, lui, maintenant, il a l'usufruit de cette Ktuba-là. C'est-à-dire qu'une femme qui se marie, il y a une partie des biens qu'elle apporte qui sont des biens pour lesquels il a le droit d'avoir l'usufruit. Donc, ou bien, également, le terrain que lui, par exemple, a prévu pour payer la Ktuba, il en profite encore aujourd'hui de ce terrain-là. Donc, cette Ktuba, autant ce que lui peut espérer récupérer des biens qu'elle a amenés, ou bien ce que lui a prévu de donner avec le terrain, en tout cas, il a un usufruit immédiat. Et ça, quelqu'un qui achète son droit à lui, il en profite maintenant, et il en profite de manière certaine. Regardez Rashi. Donc,
Velohi, alors qu'elle, non. J'ai un morceau, excusez-moi. Lui profite des fruits qui sont prévus pour du terrain qui est prévu pour Sektuba. Tamid toujours. Velohi, pas elle. Veod encore. Shu Murzak Veomed. Lui, il a une chazaka, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est lui qui tient cet argent-là. Vehi, mais chasra Gouvaina, elle n'a rien reçu encore, mais il lui manque Gouvaina la possibilité de récupérer. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'elle, pour avoir l'Aktuba, il va falloir qu'elle demande quelque chose. Supposons qu'il meurt ou qu'il divorce. Elle devra réclamer cette Ktuba. Ah, vous savez comment est-ce que ça veut dire de réclamer les choses? On ne les a pas toujours et tout de suite, etc. Lui, cet argent, il l'a aujourd'hui. Alors peut-être qu'il va mourir et qu'il va devoir payer. Peut-être qu'il ne va pas mourir et celle qui va mourir, mais dans ce cas-là, il n'aura rien à faire, il n'a aucun effort, il n'a aucune démarche à faire pour récupérer ce qu'elle a perdu, ce qu'elle elle va lui donner finalement. Donc, il a deux avantages sur elle, d'après Rashi. Premier avantage, c'est l'usufruit. Deuxième avantage, aucune démarche à faire pour gagner cet argent-là. Alors qu'elle n'a aucun usufruit aujourd'hui. Et hypothétiquement, si elle doit récupérer cet argent, il y aura des démarches à faire. C'est son nom livre français, hein, quand même. Comment? C'est son nom livre français. Non, mais tout le monde sait que c'est à elle, quoi. Je veux dire, vous savez comment ça marche lorsqu'il y a d'autres gens qui ont des dettes. Il y a les héritiers qui disent mais cette terre-là, en vérité, elle l'aura finalement, c'est tout le monde va dire. Mais il y a des démarches compliquées qui font que, elle aujourd'hui, elle a quand même quelque chose. Aujourd'hui, elle n'a rien. Si, elle a, parce que contre cette Ktuva, Chayav Bemzonotea, Chayav, il a toutes les obligations du mari envers sa femme. Donc contre cette Ktuva, c'est des. Alors, ça, c'est pas dans ce qu'ils ont voulu lui faire perdre. D'accord? Toi, tu dis, si je veux calculer. Voilà, si tu dis qu'est-ce qu'ils ont voulu faire perdre, je devrais dire oui, mais en même temps, en divorçant de sa femme, je vais enlever tout ce qui lui devrait, qui est aussi un coût d'ici là. D'accord? Encore une fois, c'est très particulier. Si tu es dans un calcul du Nézek, tu as raison. C'est une très bonne question que tu poses. Et ça revient tout le temps à ce grand réducteur à Moshe, où il faut vraiment voir que la grande distinction qu'il y a entre une grande partie des questions qu'on a par rapport à Edim Zomim, c'est qu'on réfléchit à Edim Zomim comme si c'était des Nézikim. Or, ça n'a rien à voir avec les Nézikim. Si c'était un Nézek, et je dois calculer le Nézek, alors je vais voir qu'est-ce qu'il a gagné, qu'est-ce qu'il a perdu, et voilà, et parfois ce qu'il faut estimer, et même, je peux même faire entrer des choses hypothétiques, etc., et des grammas, et peut-être. Là, c'est pas ça. Là, qu'est-ce qu'eux ont voulu faire perdre? Et ce qu'ils ont voulu faire perdre, c'est que tout de suite, ils payent ça. Alors, le reste, c'est ce qu'ils auraient gagné. On ne va pas enlever des dîmes quelque chose qu'ils auraient pu faire gagner. Ça ne fait pas partie de ce que la Torah a demandé. La Torah a dit, voilà, ces gens-là, ils ont voulu utiliser le Beddin pour dire cet homme-là doit payer, ils doivent payer. Je comprends, mais là, si on est dans l'évaluation de combien ça lui coûtait, si on regarde à lui, voilà, on dit, lui, il a le droit à ça, sa maman, mais elle aussi, maintenant, elle a le droit à ça. S'il y avait un lien intrinsèque entre ses droits et ses devoirs, c'est-à-dire, je ne sais pas de quelle manière, qui ferait pas un lien d'obligation, je parle un lien d'argent entre les deux, peut-être, mais ce n'est pas le cas. C'est deux choses complètement différentes. Je te donne un autre exemple. Ils ont condamné quelqu'un, ils ont dit, voilà, cet homme-là, c'est un voleur. D'accord? Mais le fait qu'il l'a accusé d'avoir volé, donc il doit payer de l'argent. Maintenant, il y a des cas tordus parfois où tu vas dire, oui, mais en payant de l'argent à un tel, finalement, ça va lui coûter moins cher pour autre chose, et puis grâce à ça, je ne sais quoi, et puis sa femme va avoir la CAF, et on ne calcule pas comme ça. D'accord? C'est des choses qui sont conséquentes, et tu vas dire, oui, mais donc, ils ont voulu faire perdre ça, mais il aurait quand même gagné ça aussi un petit peu. D'accord? Non, ça ne rentre pas. C'est des choses qui sont extérieures, encore une fois, au cadre du Beddin. Dans le cadre du Beddin ici, il devait sortir de ce Beddin en payant. C'est tout ce qu'on devait faire un chèque. C'est le grand chidouj de Rav Moshe de dire, voilà, on regarde, qu'est-ce que le Beddin devait faire? Toutes les conséquences, il y a 1000 conséquences. Il y aurait peut-être d'autres choses encore, parce qu'une fois divorcé, il aurait eu plein de problèmes, et puis il aurait changé de maison, et puis voilà, ça aussi, non, ça par contre, on ne considère pas. Et surtout, ça coûte plus cher, ça. Mais ce n'est pas notre affaire, ça c'est dans des choses qui sont des conséquences, et positives et négatives, ce n'est pas notre sujet. On regarde ici, ta parole, elle se retourne contre toi. Ma parole, c'est de dire, cet homme-là doit payer tant. C'est ça qui se retourne. Et si je regarde en termes de Nézek, ben quoi, c'est du gramma. Du gramma, tu ne dois rien payer, ce n'est pas notre affaire. Je répète, je parle de toute la Ktuba. Et toute la Ktuba, c'est Mataim Zouz plus. Ils sont mariés comme ça, séparation de biens. Il en reste donc plus. Il n'y aura que 200. Voilà, c'est tout, que ça. Non, il y a tous ces fêtes aussi, peut-être. Ça peut être aussi tous ces fêtes. Mais c'est pour ça, la question ici, elle est en vérité indépendante. Le fait que vous ayez admis qu'il y ait plus parce qu'elle a amené plus, il faut être
Ça s'appelle Ktuba, ça. Ça s'appelle Ktuba. Ktuba, c'est. Oui, mais Ktuba, c'est contre. Ktuba, c'est ce qu'on doit payer de manière obligatoire, avec une différence si elle était Betula ou pas Betula, d'accord? Plus la Tosefet que lui s'est imposée, plus qu'est-ce qu'il doit lui rendre des Nechassim que elle a amené. Il y a deux types de Nechassim. Les Nechassim pour lesquels je garde un usufruit, ceux où je n'ai pas d'usufruit, il va lui rendre tel quel la valeur du Neches. Oui, mais il lui rend ça. Et en contrepartie, il lui doit. C'est pas une conséquence. J'ai entendu. Si, ça s'appelle une conséquence. Ce qu'il lui doit, c'est pas. Écoutez bien. On reprend. Pour condamner des dîmes zomémines, c'est un grand chidouche de la Torah. Il faut vraiment une chose depuis le début. Je condamne des gens sur une intention. C'est un très grand chidouche. Ils n'ont rien fait perdre. C'est zéro qui l'ont fait perdre. Ni fait perdre, ni rien gagné. C'est que sur une intention. Pour comprendre ça, il faut dire qu'ils ont utilisé la machine qui s'appelle Beddin et la parole, la valeur de la parole du Beddin pour condamner quelqu'un. C'est ça qu'on regarde. La seule chose qui a été dite dans ce Beddin, c'est qu'il doit payer la Ktuba. Il n'y a rien. Il n'y a pas écrit et en échange, il va gagner ça, etc. Ça ne fait pas partie du tout du Beddin. Pas... Donc c'est ça que je retourne contre eux. Tout le reste, ça rend dans des conséquences positives ou négatives, ce n'est pas notre affaire. Qu'ils sachent pas ce qu'il y a dans la Ktuba. Oui, a priori, oui. A priori, oui. C'est une bonne question. Si eux disent, mais on ne pouvait pas imaginer que dans la Ktuba, il y avait cette chose-là, peut-être, c'est une bonne question. Si les dîmes disent, on ne pouvait pas imaginer que dans cette Ktuba, il y avait des sommes pareilles, alors on pourrait enlever peut-être cette partie-là. Ça s'entend. Parce qu'ils pourraient dire, non, nous, on croyait vraiment que la Ktuba, c'était juste une Ktuba normale. D'accord. Voilà. Oui, parce que c'est encore une fois, c'est qu'est-ce qu'eux ont voulu faire perdre, ce qu'ils ont voulu. C'est ça qu'ils ont voulu. Nous, ce qu'on a. C'était sûr. Quand ça, ils ne savaient pas exactement. Mais ça fait partie de leur intention. Oui, mais ils savaient qu'elle était nourrie et que chez lui, on mangeait. Oui, mais ça, c'est hors du Beddin. Ça, c'est hors du Beddin. Ce n'est pas des choses, c'est pas des affaires du Beddin. Ça fait partie de toutes les conséquences. Et les conséquences, elles sont sans fin. Elles sont sans fin. Vous imaginez après tout ce que je dois calculer. Ça, c'est une conséquence. Parce que jamais le Beddin va dire. Je suis marié, quand j'ai donné la Ktuba que ma femme a accepté sa Ktuba, en contrepartie. Donc ça rentre quand tu t'es marié, ça s'est passé sous la roupa, ça s'est pas passé. C'est pas un acte de Beddin. Non, ça ne rentre pas dans la Ktuba. Mais pourquoi non. Ça rentre pas. Alors pourquoi dire c'est Mélog et dire c'est Sambarzel, ça rentre dans la Ktuba? Parce que c'est. Pourquoi? Parce que c'est écrit clairement que si je divorce ou je meurs, voilà ce qui te revient. Ktuba, c'est qu'est-ce qui te revient le jour du divorce ou du jeune homme. Il y a l'obligation, la Tosefet plus les Nechassim. Voilà. Donc ça fait partie. Ktuba, c'est ce qui revient au moment de la mort ou du divorce. C'est ça. Le reste, c'est un calcul de conséquences. C'est de plein de choses. Et il va savoir c'est quoi les conséquences. Et entre-temps, le fait d'être marié avec elle, peut-être qu'il aurait gagné plus d'argent, il aurait perdu de l'argent. Je ne sais quoi. Maintenant qu'il est libre, il peut ça. C'est des choses que tu ne peux pas calculer en vérité. Ça n'a pas de sens. Donc, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que eux, au Beddin, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire du Beddin et de la parole du Beddin. D'accord? Ça, ils ont voulu le faire payer. Très bien. Alors, Rachid dit, elle a un droit sur sa Ktuba. Hypothétique, lui, il a un droit. Son droit à lui, il est plus fort pour deux raisons. Un, parce qu'il en profite tout de suite, en vérité, de la Ktuba. Dans le sens de cette terre qui sert à la Ktuba, il en profite immédiatement. Donc, s'il devait vendre cela, la personne qui achète, elle gagne à coup sûr quelque chose. Combien de temps? Alors, on n'en sait rien. Elle gagnera peut-être le gros lot si finalement la femme meurt avant. Et donc, il aura profité tout de suite et il profitera après pour une terre qu'il a achetée pas cher. Si finalement il doit vraiment payer la Ktuba le mari, au moins jusqu'au moment du paiement de la Ktuba, cet homme qui a acheté la Ktuba au mari a gagné quelque chose, ce temps-là, d'accord? Donc c'est extrêmement. Et deuxième chose, on a dit les démarches. Il n'y a aucune démarche à faire pour récupérer cette terre. La terre, il l'a déjà achetée. Donc le jour où la femme meurt, si elle meurt avant, la terre, elle est chez lui. Point. Voilà, c'est tout. Donc les gens sont très intéressés par cela. Je gagne tout de suite au moins quelque chose. Et en plus, aucune démarche, le cas échéant. De l'autre côté, la femme, si elle vend sa Ktuba, eh ben, c'est que hypothétique, il n'y a rien maintenant. D'accord? Et le jour où ça va arriver, il va falloir que tu ailles au Beddin, que tu t'arranges avec les Yorshin, etc., pour dire mais cet argent me revient, c'est moi qui ai acheté. D'accord? Alors, il l'aura, mais c'est des démarches. Les gens n'ont pas envie comme ça d'acheter quelque chose en sachant qu'ils vont devoir se casser la tête pour récupérer leur bien. Donc, ça existe. Il y a des gens qui achèteront, mais c'est sûr que le coût va baisser. D'accord? Voilà ce que nous dit Rachid. C'est que pour la même chose, chacun a un droit, mais ça a un coût différent si c'est lui qui vend ou si c'est elle qui vend. Il peut même y avoir une situation où c'est lui qui achète à sa femme. Ça existe aussi. Un homme peut acheter de sa femme la Ktuba. N'importe quel homme peut le faire, d'accord? Mais un homme peut la femme dit voilà, je mets ma Ktuba en vente. Le mari dit très bien, moi j'achète.
Alors, est-ce qu'elle va lui vendre à lui au même prix qu'elle va vendre à quelqu'un d'autre? Est-ce qu'elle va vouloir lui vendre à lui, par exemple? Et comme, est-ce que lui, c'est un homme comme un autre, par exemple, dans un cas pareil? Est-ce qu'on va dire, lui, bah, il achète au même prix que n'importe qui? C'est sûr que non. Pourquoi? Parce qu'il a tout dans les mains. Alors voilà, parce que la femme, elle n'a aucun intérêt à lui vendre. Elle n'a aucun intérêt à lui vendre. Elle veut que, normalement, dans le cas habituel, il y a des cas particuliers, mais dans un cas habituel, elle a tout intérêt à ce qu'elle soit mariée très longtemps avec lui, d'accord? Donc, si c'est lui qui est l'actuba, il n'a pas grand-chose à perdre maintenant. Donc ça ne va rien lui coûter. Donc, elle peut lui vendre, mais elle lui vendra plus cher que si c'est un autre homme. Donc, tout ça, il faut en tenir compte également. Et ça, ce serait que dans le cas de Genève et ça, sinon. Non. On va faire du geschäft avec ses affaires ou c'est oui. ensemble? C'est pas pour commun, dans un couple normal, une communauté bien? Ici, non. Normalement, non. Comment une femme qui n'a pas la spécificité de Genève et ça, elle peut vendre l'argent, il va direct à son mari? Ah oui. Alors, est-ce qu'elle n'a pas besoin d'être complètement coupée de son mari surtout, mais elle peut avoir par exemple un certain droit sur un âge. C'est vrai que dans un cas où elle n'a aucun droit sur l'argent, tout ce qui est à elle est à lui, non. Mais par exemple, elle a une dette qu'elle avait contractée avant. Elle veut rembourser cette dette, elle peut faire avec ça. En disant, là, je vends un Ktouba et puis l'argent me permet de payer cette dette-là. C'est une vraie séparation, c'est ce qu'on appelle. Ce serait. Mais la Torah, c'est pas comme ça. Alors, si, ça peut être comme ça, pourquoi pas. On peut avoir des situations où, pour des cas particuliers, une séparation. Ouais. Mais en réalité, ici, ce n'est pas notre problème. Le problème à nous, c'est de dire les Edim Zomémin qui ont voulu lui faire perdre, qu'est-ce qu'ils lui ont fait perdre en fait? Qu'est-ce qu'ils voulaient lui faire perdre? Donc, les Imbaoulimkor, les Acher, et donc s'ils viennent vendre à quelqu'un d'autre, Zo Schutz Feka. Lui, il va vendre, elle va vendre son droit hypothétique. Et lui, son droit hypothétique. Tous les deux le vendent, d'accord? Chez l'onim carbillotaire, le sien va valoir plus cher, mais chez là que le sien à elle. Voilà. C'est clair jusque-là? Regardez comment Rashi a abordé. Est-ce qu'une seule fois vous avez pensé à ça quand vous avez lu la Mishnah et la Gemara? Vous faites que la même Ketouba, elle peut être vendue par le mari ou par la femme à un prix différent. Cette lecture-là de Rashi, elle est très importante parce qu'elle va nous faire comprendre la Gemara en vérité. Quand on a dans la Gemara, on a vu que dans la Gemara, il y avait deux opinions. D'un côté, Rav Rizda qui va dire c'est le mari et Rav Natan Baruch va dire c'est la femme. Qu'est-ce qui est le mari? Qu'est-ce qui est la femme? Rashi vous a donné la solution d'après lui. C'est-à-dire, on va voir la Ketouba, qui va la vendre? D'accord? Si je devais estimer, tu m'as dit, combien coûte cette Ketouba sur le marché? Combien coûte la Ketouba de cette femme sur le marché? Mais c'est qui la vend? Si le mari la vend ou si la femme la vend? Tu veux savoir? Ici, Rav Rizda va dire c'est le mari. Tu vas voir la valeur du mari. Et Rav Natan Baruch va dire c'est la femme. C'est pas terminé. Pour l'instant, c'est une première chose. C'est la base pour comprendre ce que va dire Rashi. Quand on dit le mari ou la femme, on est en train de parler du droit qu'a le mari sur la Ketouba ou du droit qu'a le mari sur la femme, et ce n'est pas du tout le même prix. Rachid l'a dit lui-même, le droit du mari coûte plus cher que le droit de la femme. Alors, d'après vous, si je dis simplement comme ça, la Mishnah, elle me dit, je vais voir qu'est-ce qu'eux ont voulu lui faire perdre. Et je lis Rachid là, qui m'a fait comprendre que c'est très important, c'est que lui aussi peut vendre la Ketouba. Et elle aussi, elle peut vendre la Ketouba, d'accord. Donc, qu'est-ce qu'ils ont voulu lui faire perdre? Ça paraît quoi? Qu'est-ce qui paraît le plus logique là-dedans? Est-ce qu'ils ont voulu faire perdre la valeur qu'elle aurait pu vendre? On a dit, mais quel est le rapport entre ce qu'elle aurait pu vendre et lui? Voilà, c'est tout simplement. Donc c'est le mari, ça paraît très logique. C'est ça la première opinion. C'est qu'effectivement, ils ont voulu lui faire perdre quelque chose. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire perdre? En fait, c'est très simple, dit Rashi. Tu n'as pas besoin de te compliquer la vie. Imagine-toi qu'aujourd'hui, cet homme-là, il était parti vendre la Ketouba de sa femme. Combien il aurait gagné? Eh bien, c'est ça qu'ils ont voulu lui faire perdre. Voilà, c'est très simple. Voilà. Donc, on estime la perte occasionnée si leur témoignage est allé jusqu'au bout. C'est quoi cette perte occasionnée? Ben, ce n'est pas compliqué. C'est très simple même. C'est la valeur réelle de la Ketouba sur le marché que lui aurait vendu, parce que c'est à lui qu'ils doivent le faire perdre. On ne comprend pas du tout, par contre, dans ce cas-là, Rabbi Natan Baruch qui lui dit non, tu fais selon la femme. Et là, on revient à notre problème de la Mishnah, d'accord? Mais avec ça, on a notre solution. A priori, voilà, c'est très simple, effectivement. La Mishnah m'a dit, je vais calculer la valeur de la Ketouba. Mais on a dit, mais quel rapport entre la valeur de la Ketouba qu'elle va vouloir vendre et lui? La réponse, c'est pas elle, c'est lui. Combien lui, il aurait pu la vendre? D'accord. On continue. Rashi.
Velishna de Matitin, Mashma, et du langage de notre Mishnah, il ressort, chez Shamin Srutzfeka, que c'est son droit à elle qu'on vend, qu'on estime, pas qu'on vend, qu'on estime. Rappelez-vous, la Mishnah elle dit clairement, on va voir combien coûte la Ktuba de cette femme-là, d'accord? Des katané, comme on dit, Kama Adam Rotzeliten, Im Nit Armela, combien un homme est prêt à payer pour savoir que si elle devient veuve, Veha, et pourtant, Lika les marché autant d'ami mitnu azomemin. On ne peut pas dire que c'est cet argent-là que les omemin, que les édim vont donner. Charelo srutzfeka ou l'afsido, parce que ce n'est pas son droit à elle qu'ils ont voulu lui faire perdre, c'est très logique. Donc, quand je dis la Mishnah, simplement, je dis que je vais estimer la valeur d'Oktuba de la femme. Mais c'est absurde de dire ça, parce que ça, ils n'ont jamais voulu lui faire perdre, ça n'a aucun sens. Et la srutzfeko, c'est son droit à lui qu'ils ont voulu faire perdre. Car il aurait obligé à payer tout de suite, alors qu'il aurait pu, en vérité, payer plus tard ou la vendre. Et en vérité, et donc on peut dire, c'est comme ça qu'il faut expliquer. Shamin srutzfeka kama adam rotzeliten betovat hanaa shela ve'oto lo yeshalmu. On va estimer le droit hypothétique à elle, que elle a, comme le langage de la Mishnah, combien un homme est prêt à donner betovat hanaa, donc pour tirer profit, quand il s'agit d'elle, ve'oto lo yeshalmu, et c'est ça qu'ils ne vont pas payer. Ve'chol hashar yeshalmu. Chez Kol hashar yayu mafsidin oto be'edutan, car tout le reste, il lui aurait fait perdre par leur témoignage. Voilà, donc c'est exactement, c'est la différence. C'est-à-dire, si je comprends, comme j'ai compris de la Mishnah, je vais voir combien coûte cette Ktuba sur le marché en regardant combien elle l'aurait vendu. On a dit, mais ça n'a pas de sens. Est-ce qu'elle l'aurait vendu et qu'elle aurait gagné hypothétiquement avec ça? Ça n'a rien à voir avec ce qu'ils ont voulu faire perdre à lui. Réponse, non, tu n'as pas compris la Mishnah. Tu vas estimer combien vaut cette Ktuba sur le marché que elle vraiment aurait voulu vendre, c'est vrai. Et maintenant, tu vas déduire cette somme de la Ktuba et c'est ça qu'ils ont voulu faire perdre. Et pourquoi Rachid dit ça plutôt que de dire que la valeur que lui aurait pu? Parce que le langage de la Mishnah, il a dit, le langage de la Mishnah, c'est elle. Il dit le langage de la Mishnah, il écrit, on va voir combien si elle était divorcée ou si elle était veuve. Le langage de la Mishnah, évidemment, on parle d'elle. Mais de dire que c'est ça qu'on doit lui faire payer à lui, ça n'a pas de sens. Réponse, on peut comprendre autrement. C'est qu'en fait, on estime la valeur de la Ktuba. Donc, la Ktuba réelle, ce qu'il aurait vraiment payé, c'était 10 000, d'accord? Maintenant, la valeur sur le marché, c'est 4 000. Eh bien, combien ils ont voulu lui faire perdre? Rachid dit qu'ils ont voulu faire perdre 6 000. Pourquoi? Parce que cette Ktuba coûte 4 000. Et donc, lui, il aurait pu la racheter, cette Ktuba, à 4 000. Et dans ce cas-là, eh ben, ils lui ont fait perdre que 6 000. Donc, je le lis dans le Rachid. On va donc évaluer son droit hypothétique à elle. Et c'est ça que eux ne vont pas payer, c'est ce qu'ils ne payeront pas, c'est ça qu'il faudrait rajouter à la Mishnah. Contrairement à ce que nous on a compris. Par contre, tout le reste, ils vont payer. Chez Kol hashar, car tout le reste, ils lui auraient fait perdre par leur édoute. Aval otan damim, mais cet argent-là, lo hayum mafsidinoto, ça, il ne lui aurait pas fait perdre du tout. Chez Aregamata, car même maintenant, que chez Ouzmou, quand ils ont été rendus aux Mémines, Imaïta Rotsa les Mochra, s'il avait voulu la vendre, Yiten la Abba Beratson Tovatana, le mari aurait payé. Mais Tovatana Azou. Odilma, ou peut-être, Srutzfeko, c'est vraiment son droit hypothétique à lui, donc c'est l'autre solution possible. Kamar Matitin, la Mishnah a dit Delishaimou que l'on va évaluer. Mais Otan Damim Itnoua Edim. Et c'est cet argent-là que les dîmes vont donner, et que on ne va pas leur faire payer tout l'argent de la Ktuba. Parce que peut-être qu'en réalité, il n'aurait pas beaucoup perdu. Parce que maintenant qu'ils sont rendus zomémines, peut-être qu'en vérité, je sais que c'est des photos, mais peut-être qu'il va mourir demain. Elle va tout recevoir. Parce qu'elle, ça se trouve, elle n'a pas du tout envie de lui vendre. Mais par contre, ce que lui, il aurait pu en tirer parti, ça oui, ça ils vont lui donner. Car ça, c'est sûr qu'il aurait fait perdre. Donc, car c'est ça qu'ils ont voulu faire perdre, on l'a dit, et car s'ils ne sont pas rendus aux Mémines, eh bien lui, il aurait pu tout de suite maintenant vendre ce droit-là et recevoir cet argent-là.
avec son droit hypothétique, comme au début. Maintenant, on a dit oui, mais le langage de la Mishnah, c'est quand même par rapport à elle. Alors, que dit la Mishnah dans Imnit Armela? Que dit notre Mishnah? On dit Kamadam Rotseliten Biktuvata Zo, Shitluya Besafek. Je vais mesurer combien un homme serait prêt à donner pour cette Kuvala qui est dans un Safek. Chez Imnit Armela Tik Benahi, que si elle devient veuve, elle va recevoir, on a dit, tout ça c'est ce qu'on a déjà dit. Et si elle meurt, c'est son mari qui va hériter. Il faudrait rajouter ça à la Mishnah. Et c'est par rapport à cette Touba dont on est en train de parler qu'on va regarder son droit à lui. J'ai fait exprès de ne pas m'arrêter sur chaque mot de Rashi pour qu'on avance. Voilà ce que va proposer Rashi. Après, il dit Odima, je ne comprends pas. D'abord, il dit que c'est Shrout Sveka. Il dit le langage. Il dit la preuve, c'est à cause des mots. Voilà, donc, voilà ça c'est clair. Alors, comment il peut dire Odilma? Alors, Odilma, pourquoi? Parce que quand j'ai un langage qui s'oppose à la raison, où ça n'a pas de sens, je suis bien obligé de torturer un peu le texte pour arriver à du sens. De dire que c'est ça qu'on doit payer, c'est impossible. Il n'y a aucune raison qu'on paye la valeur de la Ktuba aujourd'hui sur le marché que la femme vendrait. Parce que ça, c'est en rien ce que vous allez faire. Donc, je suis bien obligé de m'arranger. Alors, soit je vais dire, je garde exactement les mots de la Mishnah, mais je dois comprendre quand même quelque chose que je n'avais pas compris malgré tout dans la Mishnah, c'est-à-dire, c'est pas ce qu'ils doivent payer, c'est ce qu'ils doivent déduire. Ah ouais, d'accord, c'est pas non plus simple. Voilà, mais au moins, j'ai gardé le langage féminin, etc. L'autre solution, c'est de dire, tu calcules exactement combien un homme serait payé, etc., etc. C'est-à-dire, tu présentes ça comme un cas, mais pas comme un paiement. Donc voilà le cas. Le cas, c'est la possibilité qu'elle divorce ou bien que lui meure, etc. Et calcule, ce qui n'est pas écrit dans la Mishnah, combien lui, il gagnerait ou il perdrait de cela. Et donc, ce qui nous oblige à cela, ce n'est pas le seul cas dans la Gemara, il y a plein de cas pareils, où le langage de la Mishnah, de toute façon, il est bon, il est pas intuitif dans aucune façon. Rashi, non, ce qu'il est en train de faire, c'est d'expliquer la Gemara. Il y a deux premières lectures de la Gemara. Les deux premières lectures de la Gemara, c'est d'après lui ou d'après elle. Alors, on va s'arrêter un petit instant là-dessus, on va essayer de bien expliquer. D'après lui, ça veut dire, tu regardes son Shrout Sveko à lui. Et ça, c'est très logique en vérité. C'est très logique, c'est peut-être même le plus simple. C'est de dire, cette Touba, elle a une valeur que lui aurait pu gagner aujourd'hui s'il avait voulu. Donc aujourd'hui, il aurait pu la vendre et tu l'empêches de la vendre, tu dois la payer tout de suite. Donc tu gagnes, voilà, c'est tout. L'autre façon de faire, ça a aussi du sens, c'est de dire, tu veux savoir combien est-ce que lui, il a perdu, il aurait dû perdre, c'est-à-dire combien tu estimes la possibilité ici qu'il aurait perdu, eh bien, regarde combien lui, il aurait été prêt à payer pour ne pas payer cette Touba. Combien il aurait payé cette femme, voilà, comme ça, je ne la paye pas la Touba. Et donc, c'est la valeur de la Touba de son côté à elle. Donc, pour éviter de tout payer, je suis prêt à payer un petit peu. Donc, c'est ce petit peu-là qu'il faut lui faire payer. D'accord? Vous m'avez bien saisi? Je recommence. Soit je vais regarder l'objet Touba, quelle est sa valeur, pour lui, évidemment, et c'est ça que je vais lui faire perdre. Soit je vais regarder combien lui, il aurait été prêt à payer pour se dispenser de cette Touba. Comment vous pouvez résumer très schématiquement ces deux lectures, ces deux possibilités? Ici, on est dans un cas type ici de distinction dans la Gemara entre eux. Si j'ai deux opinions. Ces deux opinions, les deux ont une logique. Qu'est-ce qui justifie la première logique? Qu'est-ce qui justifie la deuxième logique? Il y a deux points de vue, comme Beth Shammai, Beth Hillel, etc. On a ici deux logiques, et les deux se tiennent, mais ça va dépendre en réalité à quoi j'attache le plus d'importance. Comment j'observe la réalité. Derrière chaque marloquette, vous avez généralement une distinction idéologique, c'est-à-dire une vision du monde différente. Et là aussi, c'est le cas. Comment je vais estimer ce qu'eux ont voulu lui faire perdre? Vous allez me dire, c'est qu'une question d'argent. Même dans la question d'argent, il y a des questions d'interprétation des réalités. C'est un cas typique de Chefza et Gavra, d'objet ou de sujet. Et les deux lectures se tiennent très bien. Combien tu as voulu lui faire perdre? Si j'ai une lecture plutôt Chefetz, plutôt objective du monde, c'est-à-dire je regarde plutôt les choses de manière objective, je dis, écoute, combien vaut la Ktuba? Elle vaut quoi? J'imagine la Ktuba comme un objet. Cet objet, il a un coût. D'accord? Ben oui, c'est vrai qu'il a un coût, parce que lui, s'il avait voulu la vendre, il aurait gagné de l'argent avec son Ktuba-là. Donc, l'autre vision, c'est de dire, mais ça n'a rien à voir avec ça. Il n'a pas l'intention de la vendre, cette Ktuba. Qu'est-ce que tu me racontes? La question, c'est combien cet homme, dans quelle situation tu l'as mis, lui?
Ils ont voulu lui faire quelque chose à cet homme-là. Ils avaient une intention négative contre lui. Mets-toi à sa place, ressens ce qu'il a vécu. Là, je suis entièrement subjectif. Donc, si je me mets de son côté à lui, en sens, dans quelle situation il était dans ce rapport à l'Aktouba, c'était pas oui, mais j'avais prévu d'aller la vendre sur le marché. C'est pas du tout ça. Mais j'avais quoi, tout d'un coup, je dois payer quoi? Mais jamais de la vie, quoi. J'ai pas prévu de payer cette somme-là maintenant. Ah oui, mais de toute façon, tu aurais dû la payer. Bah, de toute façon, j'en sais rien, moi. Donc, si je me mets de son côté à lui, je vais réfléchir autrement. Je vais dire, combien cet homme-là, il serait prêt à faire pour se dispenser de ça? Je dis, écoutez, laissez-moi tranquille. Combien ça coûte pour être tranquille? Ça change tout, en vérité. Donc, là, on a typiquement une distinction entre Khefza et Gavra. Et les deux sont logiques. Hein. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Hein. Les deux se tiennent très bien en disant, cette Touba, elle a une valeur, je regarde les choses de manière objective. Lui, il a un rapport qu'il entretient avec une dette ici qu'il n'a pas prévu. Tout d'un coup, qu'est-ce qu'il fait avec ça? Et ça aussi, ça s'estime. Vous voyez bien, quand on dit objectif ou subjectif, il n'y en a pas qui parlent d'argent et puis d'autres qui parlent d'idéologie. Ça n'a rien à voir. Hein. On ne parle que d'argent ici. Mais même dans des questions qui sont purement des questions d'argent et d'estimation et de valeur et de dette hypothétique, etc., je peux avoir une lecture qui est plus objective, une lecture plus subjective. Et comme très souvent, la Gemara, vous allez voir dans une marloquette avec les deux visions du monde qui se tiennent très bien. Alors, on continue dans Rashi. Raprizda Amar Baval. Raprizda dit c'est par rapport au Baal, par rapport au mari. C'est son droit hypothétique à lui, au mari, que je vais estimer. Combien un homme est prêt, donc un homme de la rue serait prêt à payer. Mais auto, c'est ça qu'ils vont payer. Les hommes en disant, voilà, vous avez voulu faire perdre quelque chose. Exactement comme s'ils avaient dit, cet homme-là, il a emprunté cet objet-là. Ce n'est pas à lui de le donner à quelqu'un. Cet objet, il doit le rendre. Mais non, c'est à moi. Ben, du moment qu'ils ont accusé cet homme de devoir rendre cet objet, combien vaut cet objet? Point. Donc là, il y a un objet Ketouba combien il coûte. Rav Natan Amar Baïcha, Rav Natan, il dit non, c'est par rapport à la femme. C'est-à-dire quoi par rapport à la femme? Srout Sfeka Omdin, on va estimer combien vaut son droit à elle hypothétique. Ve'oto lo yeshalmu. C'est ça qu'ils ne vont pas payer. Ve'cholash a yeshalmu, tout le reste, ils vont payer. Ve'chomer gadol ou etzlan. Et ça, par contre, c'est beaucoup plus chamour. C'est faire payer beaucoup dans un cas pareil. Voilà, ça c'est les deux premières opinions. Après, Rav Papa, il va encore proposer une troisième solution. Mais les deux premières solutions, elles se font face. Et pourquoi est-ce qu'il a été obligé de réexpliquer Rashi là? Non, il ne réexplique pas. Ça, c'est typique. C'est typique de Rashi. Si on avait bien compris le premier. C'est typique de Rashi. Rashi, il a parfois, c'est rare, il a parfois une sorte d'introduction explicative et ensuite il revient à son pirouge habituel. C'est comme si Rashi commençait ici. Oui, mais il avait déjà dit quand. Écoutez bien, Rashi, il revient à son pirouge habituel. Son pirouge habituel, il a on va dire, un certain format qui est de faire entrer les mots dans la Gemara, de manière à ce que vous puissiez le lire de manière linéaire, comme ça, comme si c'était inséré dans la Gemara. Les gens croient qu'il y a le petit point là, du Dibur Amatril, comme si c'était un titre, surtout que maintenant c'est en gras. Mais ce n'est pas vrai, ça n'existe pas ça. Rashi insère son commentaire dans la Gemara. Il faut que vous le lisiez d'une seule ligne. Je le refais. Raprise d'Amar Babal, Srutz Feko Shel Baal. C'est quoi Baal? Ça veut dire Srutz Feko Shel Baal. Donc pour pouvoir dire cela, le but de Rashi, c'est d'arriver à cette phrase-là. Il a besoin de faire l'introduction. Donc vous avez l'impression qu'il se répète, ce qui est vrai, il se répète au sens logique du terme. Mais il y a une partie qui sort de l'habitude où Rashi a fait une parenthèse, une introduction, vous a expliqué toutes ces choses-là. Maintenant, il revient à son format habituel qui est d'insérer son commentaire dans les mots de la Gemara. Voilà, on va s'arrêter. Il nous restera à voir Rav Papa d'après cette opinion-là. Et puis, de voir une lecture complètement différente, qui n'a strictement rien à voir avec ce qu'on va dire maintenant. Mais alors, rien à voir. De dire, alors, je regarde le droit hypothétique à lui, le droit hypothétique à elle, ces mots-là, zrut, safek, droit hypothétique, ne sont pas dans la Gemara. Rashi, quand il dit Babal, Baïcha, il a compris le droit, etc. Mais il y a d'autres lectures qui n'ont rien à voir. Quand tu dis le mari, mais tu parles tout à fait autre chose en vérité. D'accord? Ça peut rejoindre des choses auxquelles vous-même vous avez pensé de manière intuitive en lisant le Mishnah, mais le mari, ça veut dire quoi que je regardais le mari, sa santé, etc. etc. Vraiment une lecture complètement différente qui va être celle du Rif, du Rambam et du Rosh Be'ezrat Hashem la prochaine fois. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Non? Eh bien alors, bonne soirée à tous.